Et j'accueille maintenant Agnès Dantonnet, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice des affaires publiques et du développement durable chez Cronenbourg, brasserie française qui appartient au groupe InVivo. C'est 25% du marché de la bière en France, c'est ça? Quelque chose comme ça? Oui, alors quasiment, mais la brasserie Cronenbourg appartient au groupe Carlsberg. D'accord, et c'est Carlsberg qui fait 25%? Et en fait, Cronenbourg en France occupe à peu près 25% du marché de la bière. Absolument. C'est ça. Donc on va rappeler quand même avant toute chose que la bière et l'alcool sont à consommer avec modération, mais ce qui nous intéresse, c'est qu'il y a l'une de vos marques, puisqu'il y a effectivement plusieurs marques, dont 1664, donc, qui met aujourd'hui en avant une filière d'orge responsable tracée en France. Donc moi, je voudrais bien comprendre ce que c'est concrètement qu'une filière responsable et tracée. Alors peut-être juste avant de répondre précisément à cette question, Oui. donc effectivement la marque 1664 est la première marque du portefeuille de Cronenbourg et représente environ 10% du marché de la bière en France. Quand on parle de filière d'orge responsable tracée, en fait tout l'enjeu qu'on a eu, c'était de regarder quel poids aujourd'hui qu'elle représentait l'agriculture, d'abord dans notre empreinte carbone et plus globalement, je pense que le sujet crucial, c'est de quelle agriculture a-t-on besoin pour continuer à assurer la durabilité de toute notre filière d'approvisionnement dans un contexte de réchauffement climatique, dans un contexte aussi de paupérisation du revenu des agriculteurs. Donc en fait, c'est vraiment à l'origine, ce sont ces questions qu'on s'est posées. Et on a travaillé pour cela avec le fournisseur de Cronenbourg, donc qui est effectivement le groupe Soufflet, qui est notre fournisseur depuis plus de 30 ans. En essayant de construire avec eux un nouveau modèle donc qui ne s'oppose pas forcément aux pratiques anciennes. Je pense que c'est très important quand on parle de pratiques agricoles de jamais opposer les modèles. On pense aujourd'hui qu'il y a des choses qui doivent évoluer et qu'il y a des agriculteurs qui ont déjà engagé une transition de leurs pratiques pour aller vers moins d'intrants chimiques, pour préserver la biodiversité des sols, pour réduire l'empreinte carbone liée à l'exploitation des parcelles agricoles. Donc en fait, on est vraiment parti de là. Et avec Soufflet, qui avait déjà une expérience sur une filière blé, on leur a demandé s'il était possible de construire une filière autour de l'orge, sachant que pour la première marque de notre portefeuille, l'enjeu que nous on avait, c'est d'avoir un impact maximum. Quand tout à coup vous arrivez à entraîner quasiment 10% du marché de la bière sur une filière d'orge, et ben ça veut dire que l'impact, vous êtes vraiment en train de le construire. Donc, sur quoi on s'est intéressé? En fait, sur des pratiques dites agroécologiques. L'agroécologie, en fait, c'est un principe, donc on ne va pas forcément rentrer dans le détail. Puis d'abord, je ne suis pas une experte du sujet, mais ce sont des pratiques agricoles qui visent, je dirais, si on devait faire les choses assez simplement, qui visent d'un côté à réduire l'empreinte carbone, de l'autre à restaurer la biodiversité des sols. Donc la biodiversité, c'est vraiment tous les micro-organismes qui sont dans le sol et qui visent aussi à permettre au sol de mieux capter l'eau au moment de la pluie. C'est vraiment des grands principes. Et pour ça, il y a des nouvelles pratiques qui peuvent se mettre en place. Je vais vous en citer quelques-unes, comme par exemple d'avoir ce qu'on appelle du paillage, c'est-à-dire que vous recouvrez les sols. Il y a aussi des rotations de cultures qui sont privilégiées. Pour introduire de la biodiversité, ça peut être de mettre en place des nichoirs. Donc il y a tout un ensemble de pratiques agricoles qu'il faut mettre en place, qui nécessitent des investissements et du coup qui se construisent, je dirais, dans la durée. Et surtout aussi, ce qui est intéressant, c'est que la démarche est très pragmatique. C'est-à-dire que, en fait, l'agriculteur, c'est celui qui sait le mieux ce qui correspond à son sol et ce qu'il peut faire ou pas. Donc, l'enjeu aussi, c'est d'accompagner et d'être vraiment dans une démarche de progrès continu. Donc, c'est pour ça qu'on a démarré donc, pour les cultures 2023, donc avec les premières plantations en 2022, et qu'on s'est fixé pour objectif d'arriver à 100% d'orge pour 1664 issus de ces pratiques agroécologiques en 4 ans, c'est-à-dire à horizon 2026. Donc on a commencé avec 45 agriculteurs pour monter jusqu'à 250 agriculteurs en 2026. Et en 2026, on aura couvert environ 5000 hectares, 25 000 tonnes d'orge. Et donc une filière tracée, c'est que derrière, on permet en fait aux consommateurs, via une application, de télécharger le QR code et de pouvoir remonter en fait jusqu'à la zone où l'orge a été cultivée. Mais est-ce que ça va aller jusqu'au champ? Est-ce que je vais savoir dans quel champ Alors, on ne va pas jusqu'à la parcelle. Ça ne va pas forcément jusqu'à la parcelle, mais vous allez jusqu'à une proximité de parcelle, parce que ensuite, chaque agriculteur, il met sa production en commun avec d'autres. Donc, vous arrivez à remonter assez loin dans la filière, mais pas jusqu'à la parcelle proprement dite.
Est-ce que je vais avoir des portraits de l'agriculteur, par exemple? Est-ce que c'est ça l'idée? Est-ce que je vais avoir des petits témoignages de l'agriculteur qui est... Absolument, et donc c'est déjà disponible sur l'application. Donc il y a quelques agriculteurs qui ont accepté de témoigner et d'expliquer ce qu'ils faisaient, aussi de redonner, je dirais, de la visibilité au métier d'agriculteur. Et c'est d'ailleurs eux qui parlent le mieux des pratiques qu'ils mettent en place. Donc ça, vous y avez accès absolument à travers l'application. Comment vous avez fait pour techniquement monter cette application et pouvoir comme ça suivre le fil? Parce que j'imagine que c'est quand même compliqué. Vous brassez je ne sais pas combien de tonnes d'orge chaque année. Donc comment vous faites pour savoir que sur telle bouteille, vous allez pouvoir récupérer telle zone? Il y a forcément une technologie derrière. Alors, il y a une technologie, c'est pas nous qui l'avons fait, hein, clairement. Là, c'est pas notre métier. Donc, on s'est appuyé sur une technologie qui nous a été proposée par le groupe Soufflé, qui s'appelle Crystal Chain, et qui, alors après, très sincèrement, je n'ai pas l'expertise pour rentrer vraiment dans le détail digital qui permet de faire ça. Mais aujourd'hui, vous avez la capacité, en tout cas, d'isoler des lots. Et en fait, c'est pour ça que dans l'application, vous devez entrer un numéro de lot. Parce qu'en fonction de là où vous êtes, où votre bière, vous allez l'acheter, la bière ne va pas être fabriquée à partir du même orge que si vous avez acheté votre bière ailleurs. Donc en fait, vous rentrez votre lot, et ensuite c'est tout le système de la traçabilité qui permet de remonter jusqu'à l'exploitation. J'ai bien dit l'exploitation et pas forcément la parcelle où l'orge a été cultivée. Donc ça, c'est des technologies qui sont en train de se développer, qui sont effectivement très nouvelles. Donc là, on a lancé nos packaging il y a maintenant, c'est en cours de déploiement. Mais effectivement, vous êtes obligé de vous appuyer sur des experts en matière de digital. Vous avez dit que vous souhaitiez monter jusqu'à 100% en termes de traçabilité. Comment est-ce que vous allez faire ça? Parce que vous avez donné un chiffre tout à l'heure que j'ai pas retenu, hein, sur le 245, je crois, sur le nombre des... 250. Voilà, sur le nombre d'agriculteurs. Ouais. Comment vous les entraînez avec vous? Comment vous les motivez sur ces questions-là aujourd'hui? En fait, donc, encore une fois, c'est le groupe Soufflé qui a la relation directe avec les agriculteurs. Ce que eux vous disent, et on a aussi eu des échanges avec certains agriculteurs, c'est que déjà, certains se sont engagés eux-mêmes, plus, alors parfois pour des raisons de conviction, que les pratiques vont devoir évoluer de toute façon, et qu'on est en train de redéfinir de nouveaux standards. Il y a un gros focus aujourd'hui qui est donné sur le lien entre pesticides, perte de biodiversité. On n'arrête pas, c'est dans l'actualité, mais le manque d'eau. Donc on voit bien de toute façon aujourd'hui que pour que l'agriculture continue à nourrir la population, il y a des pratiques qui doivent évoluer. Ça prendra du temps. Donc il y a des agriculteurs qui eux-mêmes ont déjà fait on va dire le chemin. Donc en fait, c'est pas tellement... l'enjeu est pas tellement de les convaincre, parce qu'il y en a en fait pas mal qui sont contents en fait de pouvoir avoir des débouchés, parce qu'en fait le gros sujet dont on parle, c'est aussi celui à un moment donné du coût de la transition et qui finance, parce que forcément quand vous adoptez des nouvelles pratiques, vous devez aussi investir dans de nouveaux équipements. Parfois accepter une perte de rendement aussi. Il peut y avoir des pertes de rendement, absolument, et que tout ça a un surcoût. Et toute la question, c'est qui doit financer le surcoût? Jusqu'où, en fait, comment on construit en fait une chaîne de valeur qui permet de prendre en charge le surcoût? Sachant que l'agriculteur, forcément, il en met aussi, il investit lui-même au départ, et que des industriels comme nous, nous, on va aussi accepter de payer plus cher et d'avoir des contrats qui prennent en compte une partie du surcoût. Après, sur la construction de notre marque, nous, dès le départ, le souhait, c'était de ne pas vouloir, en tout cas, répercuter ça dans le prix final consommateur. Oui, c'était la question que j'allais vous poser. Parce que là, en tout cas, nous, on l'a fait à la fois par conviction, par aussi engagement du groupe Carlsberg, qui a pris un engagement très fort, qui est Horizon 2040, que tous les ingrédients qui composent les bières du groupe Carlsberg partout dans le monde soient issus de pratiques d'agriculture régénérative. Donc finalement, on a mis le pied à l'étrier. Voilà. Après, il est évident que dans un contexte d'augmentation très fort de l'inflation et de l'augmentation des coûts, ce sujet va certainement être de plus en plus sensible. Et il faut qu'on soit aussi intelligent pour trouver peut-être des mécanismes de financement qui permettent d'avoir une vraie solidarité sur le financement de son surcoût. Parce que l'agriculteur ne peut pas seul porter tout cela. Donc chaque maillon de la chaîne doit être investi
dans cette transition des pratiques agricoles. Par la transition des pratiques agricoles, il y a un secteur qui souffre un peu en ce moment, c'est celui du bio. Vous, est-ce que dans le portefeuille chez Carlsberg, vous avez de la bière bio et comment est-ce que vous adressez ce sujet? Est-ce que c'est quelque chose que vous regardez aussi? Oui, on a lancé des références en fait en bio, mais qui étaient des petites extensions. On avait d'ailleurs lancé une 1664 bio et votre question est intéressante parce qu'à un moment donné, on s'est posé aussi la question finalement, est-ce qu'on va lancer une référence avec des pratiques agroécologiques et en fait, la décision qu'on a prise, c'est de faire cette transition sur l'intégralité de la marque et non pas de sortir une référence spécifique. Nous, la conviction qu'on a, c'est que les standards sont en train de changer. Le bio donc, répond à un cahier des charges. Avec une transition qui, pour le coup, est beaucoup plus longue. C'est 2 ans, je crois, en termes de transition. C'est une transition qui est longue. Sur certains, il n'y a pas forcément un consensus aujourd'hui sur toutes les pratiques qui sont issues de l'agriculture biologique. Une des questions, c'est notamment la substitution de pesticides chimiques par des pesticides qui seraient plus naturels. Je pense que nous, ce qui nous intéresse, et encore une fois, ce qui est fondamental, c'est de jamais opposer les modèles. Nous, ce qui nous intéresse dans les pratiques agroécologiques, c'est que déjà, vous n'êtes pas enfermé. Il n'y a pas un cahier des charges. Il y a un cahier des charges, mais qui n'enferme pas. Qui est plus souple. Ce cahier des charges, en fait, on le fait aussi évoluer en fonction de la réalité des choses. C'est-à-dire en fait, en fonction de... Parce qu'un agriculteur, il y a des pratiques qu'il peut tester et qui ne fonctionnent pas. Donc, à un moment donné, ce qui ne fonctionne pas, vous devez changer les choses. Donc, en fait, et on sait aussi qu'en fonction des terroirs, en fonction du sol, il y a des pratiques qui fonctionnent et d'autres qui vont moins fonctionner. Donc, en fait, les pratiques agroécologiques, c'est vraiment des pratiques qui visent un progrès continu et qui sont basées vraiment sur énormément de pragmatisme. Il y a on va dire la finalité, elle est connue. C'est d'arriver en fait véritablement à réduire, comme je le disais, les intrants, restaurer la biodiversité. L'agroécologie ne s'interdit pas d'utiliser des pesticides si on en a besoin. Si à un moment donné, il y a un produit qui est nécessaire pour la transition, on peut l'utiliser. Donc en fait, c'est plus ouvert peut-être que l'agriculture biologique et peut-être que dans l'agriculture biologique, c'est un modèle qui est basé sur un gros investissement de l'agriculteur et par un prix consommateur aussi bien plus élevé. Et en fait, la question qui s'est posée aujourd'hui avec l'inflation, c'est qu'à un moment donné, le bio, comme il est beaucoup plus, ça coûte plus cher d'acheter bio que d'autres produits, il y a aussi eu l'impact de l'inflation qui est passé par là. L'idée derrière cette démarche que vous avez engagée, c'est quoi? C'est de créer plus de transparence, de répondre à de nouvelles attentes, de créer un lien de proximité, même s'il est via une appli, entre le producteur et le consommateur. Comment est-ce que vous voyez les choses? Oui, et je crois que c'est de reconnecter la chaîne, en fait. C'est aussi en fait, tout ce qu'on mange est issu de pratiques agricoles. Et que peut-être que les systèmes, en tout cas alimentaires, notamment dans nos sociétés très industrialisées, ont beaucoup déconnecté le consommateur de la réalité de ce qu'il consomme. Et je pense que ce type d'appli, c'est juste de reconnecter. C'est de reconnecter un consommateur avec toute la chaîne amont. Finalement, nous, on est un intermédiaire. Après, on utilise ces matières premières, on utilise ces ingrédients, on les transforme, on les vend. Mais il est essentiel aussi que le grand public se reconnecte véritablement à l'agriculture. Et c'est ça aussi qui redonnera de la valeur à l'alimentation et qui redonnera de la valeur à tout le travail que font les agriculteurs. Et je pense que la vision qu'on porte, au-delà... Alors bien évidemment, comme je le disais précédemment, elle est très liée à la question du climat et à la question de quel modèle agricole pour continuer à pouvoir avoir une terre nourricière. Mais il passe aussi énormément par reconnecter cette chaîne qui s'est déconnectée pendant très longtemps. Merci beaucoup Agnès Dantonnet. Je rappelle que vous êtes directrice des affaires publiques et du développement durable chez Kronenbourg, marque du groupe Carlsberg. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous.